Aujourd'hui, je te présente une montre dédiée aux coureurs les plus exigeants. La Garmin Forerunner 945 LTE. Allez, c'est parti! Et oui, la Garmin Forerunner 945, quelle montre que j'ai eu beaucoup de plaisir à tester. Comme tu peux le voir derrière, dernièrement, je me suis donné la mission de tester toutes les grandes montres et de faire comme ça beaucoup de tutoriels et des vidéos critiques comme celle que tu es en train de regarder. Il y en a beaucoup de disponibles sur ma chaîne, on va en reparler un peu plus tard, mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai porté cette montre-là le temps d'une charge, et pendant la charge, j'ai pris plusieurs notes. Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui m'a déplu? Et ça va être dans l'ordre dans lequel je m'en suis rendu compte. Alors, je vais simplement discuter comme ça avec toi de tous ces fameux points qui m'ont plu et déplu. Alors, première chose que j'ai remarqué, c'est une montre qui est extrêmement légère. Elle est dédiée aux coureurs, j'imagine. Je dois dire, hein, avant, les sports que je pratique le plus personnellement sont la marche en montagne, la course en montagne, le vélo, que j'ai pas vraiment fait avec parce que c'était pas la saison pour ça, et la marche. Donc, montagne, vélo, marche. Je ne suis pas un très grand coureur, ça m'arrive de courir un peu plus ces temps-ci, mais sache-le, je vais te donner mon opinion par rapport à ce que j'en fais avec. Et je ne suis pas un coureur, mais tout de même, je vais rester objectif. Donc, c'est ça. Le premier point, c'était par rapport justement à sa légèreté. Dire, la montre que je suis habitué de porter, c'est la Garmin Tactix. C'est une grosse montre, c'est une montre qui est lourde, c'est une montre qui est conçue avec des gros matériaux de qualité. Et de passer de la Garmin Tactix à la Forerunner 945, ça fait en sorte que tu te mets quelque chose au bras que tu as l'impression de rien avoir. Ça pèse pratiquement rien. C'est incroyable comment c'est léger. Le deuxième point que j'ai pris, c'est que pour le prix, parce que c'est quand même pas une montre qui est donnée, elle est très en plastique. Mais c'est ce qui lui donne sa légèreté. Mais reste que, quand même, sache que pour le prix que tu vas payer, tu vas te ramasser avec une montre en plastique. Si c'est la légèreté que tu recherches, ben c'est parfait. Hein? C'est un matériel qui est ultra léger, mais ça reste une montre à quelques centaines de dollars en plastique. Voilà. Mais cela dit, c'est un plastique de très bonne qualité. C'est pas un plastique cheap. La montre, hein, je la tiens dans mes mains et ça me semble pas un truc cheap, de mauvaise qualité. C'est du plastique de très bonne qualité. Et même si on regarde sur le côté, là, il y a des belles petites attentions qui ont été portées. Là, tu vois, il y a des engravures de texte dedans. Et même au niveau des boutons, qui eux sont en métal, sont définitivement en métal, chaque bouton a une petite engravure dedans. Tu vois, la lumière, le bouton pour la lumière, un bouton power dedans, le bouton up qui sert aussi de menu, a le logo du menu hamburger, le bouton down qui est aussi le bouton pour la musique, a une note de musique intégrée dedans. Très belles touches qui ont été faites à la montre. Voilà. Prochain point, c'est par rapport à ces 5 boutons. Qu'est-ce que j'aime Garmin pour ça? Presque toutes les montres Garmin sont faites de la même façon, ou disons les montres sérieuses chez Garmin. Pas d'écran tactile, mais 5 boutons, combien bien placés. Et quand je dis pas d'écran tactile, personnellement, je trouve que c'est un plus. Je déteste les écrans tactiles sur une montre. Je trouve que ça fait juste aller mettre tes traces de doigts dans l'écran. Ça va pas toujours bien. Surtout pas en hiver avec des gants, encore moins quand il pleut. 5 boutons bien placés qui te permettent de bien naviguer dans la montre, dans tous les menus. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'aisance à
à apprendre comment fonctionne un produit électronique. Dans le cas de celle-ci, ben, c'est comme toutes les autres Garmin. Peut-être que si tu es moins familier avec ce genre d'appareil, tu vas avoir une certaine courbe d'apprentissage à développer parce que c'est énorme. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait probablement beaucoup plus de choses que ce que tu as besoin. Mais c'est une bonne chose, non? Ça fait en sorte que tu n'auras pas besoin d'éventuellement changer de montre pour avoir une fonction de plus. Tout est là. C'est incroyable. On va voir tout ce que ça fait bientôt. Mais oui, les boutons, tu vois, la façon que ça fonctionne, c'est que tu as le bouton haut et bas pour naviguer, donc monter, descendre, tu as un bouton de sélection, un bouton de retour. Le bouton light, ici, on s'en sert pas pour naviguer. Et le bouton up, ici, à gauche, pour monter, quand tu le maintiens, ça te fait rentrer dans un menu, le menu de ce que tu es à l'instant. Vraiment, c'est excessivement bien fait. Tu peux naviguer dans toutes sortes de choses et tu peux avoir accès à plein de paramètres très rapidement. J'ai testé plusieurs montres dernièrement et quand je suis revenu à une Garmin, en fait à ma Garmin Tactics, la Garmin Tactics, la Garmin Forerunner, c'est deux montres qui sont quasiment identiques de l'intérieur. Il y a certainement quelques différences, on va en parler encore un peu plus tard, mais c'est deux montres qui sont très similaires et c'est ça. Dernièrement, j'ai testé d'autres montres que chez Garmin, je parle de Polar, Suunto, Coros, et j'ai été faire une montagne et j'ai remis ma Tactics dernièrement et ce que c'est génial de pouvoir avoir accès à une carte rapidement, de pouvoir utiliser la navigation rapidement si c'est quelque chose que tu as besoin, d'avoir accès à des trucs que je n'avais pas pensé avant de partir, à même la montre, c'est absolument fantastique. Vraiment au niveau navigation à l'intérieur de la montre, je ne parle pas de naviguer sur la carte, mais de naviguer dans la montre, ce que ça va bien avec ces 5 boutons-là. Un truc négatif par contre, à ce prix-là, si tu as écouté plusieurs de mes critiques, tu sais à quel point j'aime que ma montre ait un verre en cristal de saphir. Pourquoi j'aime les verres en cristal de saphir? Parce que ça fait en sorte que ça rend ta vitre ingraffignable. Sur une montre à 200-300 $, c'est peut-être un moindre mal de ne pas l'avoir, ça fait peut-être moins mal. Reste que ça demeure poche d'avoir un verre graffiné sur peu importe la montre. Mais au prix que ça se vend, j'aurais aimé qu'il au moins donne l'option d'avoir un verre en cristal de saphir. Je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer pour ça. Si je ne me trompe pas, c'est un verre Gorilla Glass. Un peu le même genre de technologie que tu vas retrouver sur ton téléphone, probablement. C'est graffignable. C'est graffignable. Je pense que si tu l'utilises tous les jours, si c'est une montre que tu vas porter à 24 heures sur 24, tu vas finir par avoir une belle scratch éventuellement quelque part sur ta montre. Peu importe ce que tu fais. Si tu travailles, si tu fais un travail manuel, c'est certain que ça risque d'arriver très vite. Mais si tu travailles, si tu fais un travail de bureau, ben, peut-être que ça va arriver en t'accrochant sur un cadre de porte ou ça va arriver. Ça va arriver. Le verre est quand même un petit peu, 1 millimètre enfoncé, ce qui va quand même aider. Là. Généralement, c'est les côtés qu'on accroche. Mais ouais, j'aurais aimé qu'il donne l'option, qu'il me donne l'option de, je sais pas, payer un 100, 150, 200 $ de plus peut-être pour avoir un verre en cristal de saphir pour être sûr de jamais graffiner mon écran. J'aurais aimé ça. J'imagine que la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est que c'est une montre qui est dédiée aux coureurs et un verre en cristal de saphir, c'est plus lourd qu'un verre en Gorilla Glass. Parlons maintenant de l'interface de la montre, l'interface d'accueil, la watch face en anglais ou le cadran de la montre en français. J'adore l'interface qui ont été données sur cette montre-là. Chaque montre Garmin a comme son interface dédiée pour la montre et tu peux aussi aller d'une interface à l'autre. Tu as des interfaces qui se ressemblent d'une montre Garmin à l'autre. Celles-ci ont donné cette... si on peut faire le foyer, tu vois, on a cet écran-là que je trouve plutôt sympathique. Tu vois, ici, en haut,
On a un cadran avec le lever et coucher de soleil. Tu vois, la petite barre elle représente où est-ce qu'on est dans la journée et ça l'indique l'heure à laquelle le soleil va éventuellement se coucher. Tu vois, la zone qui est en orange, c'est la zone de jour et la zone qui est en bleu, c'est la zone de nuit. Alors, on voit la durée de la journée versus la durée de temps qui va faire clair dans le jour versus la nuit. Est-ce qu'on peut faire le foyer, s'il vous plaît? Espèce de caméra qui aime faire le foyer sur moi. Merci. Voilà. Donc, tu vois, ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me mettre trois cercles. En dessous de ça, non, revenons au soleil. Revenons au soleil, tu vois, on a l'heure du coucher de soleil en haut, ici. Et lorsque le soleil va arriver, on va tomber à l'heure du lever de soleil. Donc, on tombe à la prochaine occurrence. Donc, ensuite, on a l'heure et la date. Et tu vois, moi ici, dans le coin, j'ai été me mettre mon altitude, mes pulsations cardiaques qui vont être affichées aussi alors que je porte la montre. Et une fonction que j'adore, ici, tu vois, ça dit moins 9, moins 6. C'est la température extérieure. Fonction que j'adore avoir sur une montre, surtout en hiver, parce que quand je vais faire ma sortie le soir, je descends dans ma chambre, comment est-ce que je m'habille et je regarde sur ma montre. J'ai pas besoin d'appuyer sur aucun bouton, j'ai pas besoin de sortir mon téléphone, d'aller sur une application ou d'aller sur Google et marquer le nom de ma ville, les météos. Non, je fais juste regarder ma montre et je vois la température qu'il fait à l'extérieur, alors je m'habille en conséquence. C'est une fonction que j'adore. Et quand même, hein, on a l'heure du coucher de soleil, puis c'est tout ajustable. Tu peux choisir ce que tu veux avoir comme information. Et il y a beaucoup d'informations que tu peux aller rentrer sur la page d'accueil comme ça. Et là, tu vois, j'ai pris la page qui peut me donner le plus d'informations sur la même page. Si tu aimes mieux avoir un aiguille là, qui te montre l'heure et les minutes, tu peux avoir juste ça aussi si tu veux. C'est personnalisable comme tu veux. Mais je suis quelqu'un qui aime avoir beaucoup d'informations sur ma montre et c'est les informations les plus pertinentes que je veux avoir. Et tu vois, là, juste comme ça, j'ai la date et l'heure. Ça fait deux. L'heure du coucher de soleil, l'élévation, mes pulsations cardiaques et la météo. Ça me fait 6 données. Les 6 données les plus importantes que je veux voir, voilà, sont là directement sur ma montre. Et en dessous de ça, je vois un estimé de la charge. Estimé, en fait, c'est juste un icône qui montre que je suis probablement autour de 80% de batterie. Je peux appuyer sur un bouton pour le voir. Je suis à 79% et il me reste 12 jours de charge. Ça, on va y revenir plus tard. On voit que mon téléphone est connecté. D'autres petites options, ça peut te dire si tu as un cadran d'activer et si le mode ne pas déranger est activé. Le LTE aussi, je crois. Voilà, donc ça fait beaucoup d'informations sur la page d'accueil. Ça, c'est vraiment très, très bien fait. Prochain point, widget, bracelet ne se désajuste pas. Ah oui, ça, c'est vraiment bien fait. Tu vois ce qu'ils ont fait avec le bracelet? Tu vois ici, là, la petite pinouche qu'ils ont mis dedans. T'as ça ici, là. Donc ça vient comme rentrer dedans quand tu mets la montre. Hein. Donc si tu mets la montre, comme ça, quand ça passe comme ça ici, là, tu vois, c'est... Ça se démontre un peu mal, là, mais regarde, tu vois, ça, si je tire dessus, là, la petite pinouche a fait en sorte que le bracelet est bien pris. Ça fait en sorte que quand tu portes ta montre, tu ne passes pas ton temps à constamment aller réajuster une petite languette ou... Ça n'arrive pas vraiment avec la Tactix, là, mais tu sais, des fois, tu as des montres qui... ça finit par... Ah, ça se tasse, là. Ah, il y a un petit bout qui est lousse, comme ça. Puis là, tu dois aller la replacer. Et là, j'y vais. Comme ça va pas super bien. Et voilà. Bref, quand tu places ton fameux bracelet avec ta montre Garmin Forerunner, il reste comme ça. C'est jamais le petit bout qui déplace parce que c'est bien fait. Vraiment, le bracelet. Je préfère les bracelets en silicone, c'est certain. Je préfère les bracelets en nylon, je voulais dire, parce que ça respire super bien, je trouve ça très confortable. Pour un bracelet en silicone, c'est un bracelet qui est très, très, très bien fait. Bravo pour ça. Le point suivant est par rapport... Ah oui!
c'est encore par rapport au bracelet. Je ne sais pas pourquoi. Toutes les montres chez Garmin sont super simples à remplacer le bracelet. Si je regarde par exemple sur ma Tactics, et la plupart des montres Garmin, c'est à peu près aussi simple ou presque aussi simple. Il y a une petite pinouche en arrière ici et voilà, je peux enlever. Et inquiète-toi pas, c'est solide. C'est très solide. Ça a l'air, même si c'est facile à enlever, c'est très difficile à enlever pendant que c'est à ton poignet. Faut que tu enlèves la montre pour que ça se fasse bien. Mais oui, le bracelet se remplace aussi simplement que ça. Sur la Forerunner 945, je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Ils ont exactement le même système. C'est exactement le même système que sur celle-là, mais le bracelet qu'ils ont inclus avec, parce que dans le fond, si on enlève le bracelet sur celle-là ici, on va voir la même pin en arrière. Mais pour une raison que j'ignore, le bracelet qu'ils ont donné avec la Forerunner 945, ne peut pas l'enlever aussi simplement que ça. Peut-être que c'est encore une question de légèreté. Ils n'ont pas voulu mettre le mécanisme qu'il y a sur ce bracelet-là pour que ce soit plus facile à changer. Mais bref, il faut rentrer avec une espèce de couteau ou quelque chose pour aller faire une pression et l'enlever. C'est beaucoup plus compliqué. Tu pourrais potentiellement te mettre un bracelet que tu n'as pas besoin de ça. Si tu veux avoir un bracelet que tu peux changer rapidement, tu pourrais te mettre un bracelet qui se vend chez Garmin, là, qui est compatible avec ta montre, que tu peux changer aussi facilement. Mais celui qui vient avec est très difficile à changer. Voilà. Donc, un point positif pour le bracelet, mais un point négatif si jamais c'est un bracelet que tu veux changer régulièrement. Le prochain point est un point positif et c'est par rapport au rétroéclairage. Comme sur la Garmin Fenix, ces deux montres qui sont pratiquement identiques, Fenix Tactics Forerunner 945, le rétroéclairage, c'est super bien fait. Quand je viens dans le menu, si je viens dans mon rétroéclairage, tu as deux modes, donc lors d'une activité, en dehors d'une activité, et à partir de là, tu peux gérer le temps de ton rétroéclairage, le pourcentage de la luminosité de ton rétroéclairage et ce qui va s'activer lorsque tu appuies sur une touche, lorsqu'il y a une alarme et lorsqu'il y a un mouvement. Le mouvement, c'est-à-dire que quand tu vas regarder ta montre, donc comme ça. Donc le mouvement, c'est pas... le mouvement, c'est le mouvement « je regarde ma montre ». Donc lorsque tu fais ce mouvement, est-ce que tu veux que la lumière s'allume? Et la lumière s'allume lorsque tu fais le mouvement si tu as activé la fonction. Personnellement, je l'active seulement. Lorsque j'appuie sur une touche à tout moment. Et lorsque je fais le mouvement, alors que je suis dans une activité et que le soleil est couché. C'est-à-dire que lorsque je suis à l'extérieur et que je regarde ma montre, le rétroéclairage s'active automatiquement pendant, j'ai décidé, 8 secondes. C'est une fonction que je trouve géniale et elle est présente sur cette montre-ci. Je fais beaucoup d'activités la nuit. J'aime ça sortir le soir parce que c'est très tranquille et j'adore l'ambiance de la nuit. Et c'est une fonction qui est absolument géniale. Je n'ai pas besoin d'aller appuyer sur un bouton pour regarder les informations. Je fais juste lever le bras et tout de suite, ça s'allume. Et voilà, je vois mes informations. Oui, des fois, ça s'allume pour rien, mais à chaque fois que je vais la regarder, je peux voir mes informations. C'est super bien fait. Ensuite de ça, le fil USB. Complètement génial. Il est loin. Donc, je disais, le fil USB, c'est ce fil-là sur toutes les montres chez Garmin. C'est exactement le même fil. Alors, si tu as un ami qui a une montre Garmin et que tu vas chez lui et que tu as oublié ton fil de ta montre, eh bien, c'est le même fil pour toutes les montres. Il est super bien fait parce que il est petit. L'embout, il est tout petit. Tout petit. Et dans le fond, il se connecte dans le sens que tu veux. Tu n'as pas besoin de regarder dans quel sens tu le mets. Et depuis, et voilà, il est connecté. La connexion est très solide. Tu peux
le fil tient bien la montre. Ça se connecte très facilement. Le fil est petit, ça se traîne bien. C'est super bien fait. J'aime les fils chez Garmin. On va maintenant parler de cartographie. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi poussé dans la Forerunner 945. C'est presque comme sur une Phoenix ou une Tactix. Tu as énormément de trucs. Non seulement tu as la topographie, tu peux voir les routes, tu peux voir les sentiers, tu as un aperçu de la carte du monde, tu ne peux pas aller zoomer dans chaque région. Cependant, les cartes se téléchargent, tu peux les acheter sur le site de Garmin ou tu peux les avoir gratuitement sur un site qui est comme un peu affilié avec OpenStreetMap. Donc là, c'est gratuit. Bref, tu peux aller chercher des cartes gratuites ou tu peux les acheter sur le site de Garmin, mais ça vient avec la cartographie complète de ton continent. Donc, si tu l'as acheté en Amérique, tu as l'Amérique du Nord, et si tu l'as acheté en Europe, ben, tu as l'Europe, et si tu l'as acheté en Asie, ben, tu as l'Asie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à même la montre, tu vas avoir énormément de données. Et la cartographie, c'est vraiment le point fort chez Garmin. Tu vois tout. Tu as la topographie, tu as le nom des rues, le nom des routes, tu es capable d'identifier un sentier cyclable, tu es capable de voir un sentier pédestre, tu es capable de créer des itinéraires selon le sport que tu es en train de faire à même la montre. Donc, si par exemple en ce moment je suis à Granby et je veux aller à Montréal, je peux sélectionner en me déplaçant sur la carte ou en sélectionnant, disons, un commerce à Montréal, à même la montre. Et toute l'information est dans la montre. Tu n'as pas besoin d'une connexion à ton téléphone, tu n'as pas besoin d'une connexion Internet. Tout est dans la montre. Tu peux te déplacer à un endroit. Tu peux te créer un itinéraire à même la montre selon le sport que tu es en train de faire. C'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, tu as la navigation au bras aussi. La montre, elle ne te dira pas « tourne à gauche », mais elle va te le faire un « et là, tu vas regarder et ça va te dire ben, dans 200 mètres, tourne à gauche » et elle va te réaviser au moment de tourner à gauche. Quelque chose comme ça. Et tu peux activer et désactiver aussi cette fonction-là de t'avertir si tu aimes mieux qu'elle reste silencieuse. Et ce qui est vraiment génial d'avoir une carte, c'est que, je sais pas, par exemple, tu t'en vas sur un sentier en montagne, dans un endroit où est-ce qu'il y a des sentiers qui vont un peu partout, et à un certain point, tu es tanné, tu veux rentrer. Tu ne seras pas limité à l'option, comme tu vas avoir sur plusieurs montres, de soit te dire comment revenir à ton point de départ en ligne droite, donc en piquant dans le bois, ou de revenir sur tes pas. Tu peux lui dire « Ramène-moi à mon point de départ par le chemin le plus court ». Donc, ça se peut que tu passes par un autre chemin et tu vas revenir à ton point de départ. C'est vraiment, vraiment bien fait. La cartographie, c'est incroyable. Tu peux sélectionner des points géographiques. Tu vois, l'autre jour, j'étais sur une montagne et je piquais justement au travers du bois et je lui demandais de me pointer, de me donner le chemin vers le sommet. Et je trouve ça comment le sommet? Ben, tu peux soit faire un zoom out sur la carte et te déplacer pour aller trouver le sommet de la montagne sur lequel tu es, ou tu peux aller dans les points géographiques. Et là, je voyais tous les sommets les plus proches autour de moi. Et là, j'ai sélectionné le sommet le plus proche. Et voilà, j'ai pu me rendre au sommet. C'est vraiment, vraiment bien fait. Cela dit, hein, c'est à peu près la même cartographie que tu vas retrouver dans une Phoenix et une Tactix, mais j'ai remarqué que j'ai l'impression que le processeur qui est dans cette montre-là est moins puissant et la navigation est plus lente, moins rapide. Et il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est qu'à un moment donné, je me suis fait une navigation vers justement, j'ai demandé à revenir à mon point de départ et lorsque l'écran se réajustait, il y avait comme un grichage qui se faisait dans l'écran. C'était assez bizarre. Bref, j'avais des grichages dans l'écran. Comme un vieil écran cathodique. C'était bizarre. C'était bizarre, mais j'ai l'impression
j'ai l'impression qu'il aurait pu mettre un processeur un peu plus puissant dans la montre. Mais c'est le point négatif à propos de la navigation que j'ai eue avec la Garmin Forerunner 945 LTE. Elle a vraiment un long nom. Parlons maintenant de l'écran. Hein, on a parlé de son verre en pas cristal de saphir tantôt. L'écran est super facile à lire. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais je te dis, à l'œil, dans tous les angles, je sais que tu vois rien là, mais ça n'arrive jamais à l'œil. Dans tous les sens, jusqu'à des degrés très prononcés. Là. Moi, tu vois, à 85 degrés, tu es capable de lire l'information qui est inscrite sur la montre. C'est plutôt incroyable. L'écran se lit très très bien. Et même si tu es dans un environnement sombre, tu es capable de lire très très bien l'écran. Ça fonctionne comme un charme. Ça se lit très très bien. C'est sûr que s'il fait super noir, tu vas avoir besoin d'activer le rétroéclairage. Rétroéclairage. Tu vois toujours pas. C'est bizarre dans la caméra. C'est bizarre. Mais oui, tu vois toujours bien. Belle lisibilité sur l'écran. Mon prochain point était par rapport à... Ah oui, un truc que je trouvais dommage. Pendant une activité, on ne peut pas, comme sur la Phoenix et la Tactix, revenir à l'écran d'accueil. C'est-à-dire que si je démarre une activité, ben je vais être dans mon activité, je vais voir les informations qu'il va y avoir avec mon activité. Mais ce que je trouve intéressant avec la Phoenix et la Tactix, c'est qu'on peut revenir sur l'écran d'accueil et que si jamais je veux aller naviguer dans mes widgets, hein, si je veux aller voir les heures, le lever-coucher du soleil, le nombre de pas que j'ai fait dans la journée, l'information par rapport à les prévisions météo, si je veux aller voir ce genre d'informations-là, je peux pas. Pas pendant une activité. C'est un truc que je trouve dommage. Mais bon, hein, pas tout à part. C'est pas une Phoenix, c'est pas une Phoenix ni une Tactix, c'est une Garmin Forerunner 945. Ça aurait été sympathique. Disons que quand est-ce que tu pourrais avoir besoin de ça si ton challenge de pas du jour est important pour toi et que tu es en train de prendre une marche et là tu te demandes est-ce que je rentre à la maison tout de suite ou je fais un petit détour pour compléter mon challenge aujourd'hui, je suis rendu à combien de pas? Ben, tu peux pas le savoir. Tu peux savoir tu as fait combien de pas depuis le début de l'activité, mais pas depuis le début de la journée. Ce que tu serais capable de voir si tu étais capable de retourner à ton widget. Des trucs comme ça. Tu vas avoir la prévision des 12 prochaines heures. Tu peux pas pendant que tu es dans une activité. Tu peux le faire pendant que tu n'es pas dans une activité, mais tu peux pas le faire pendant que tu es dans une activité. Je trouve ça un peu dommage. Au moins, ils ont gardé l'accès aux contrôles. Les contrôles, c'est cette petite bande-là, ici, là, qui te donne accès à tout plein d'autres informations. Le focus est incroyablement lent. Voilà, cette bande-là ici qui te donne accès à plusieurs informations comme outils, comme un compte à rebours, une alarme, un chronomètre, éteindre la montre, appeler l'assistance, les configurations LTE, la synchronisation, le mode ne pas déranger, rechercher mon téléphone, qui est une option que j'adore. Hein. Rechercher mon téléphone, je perds souvent mon téléphone et quand je le cherche, je viens sur ma Garmin, je viens dans les contrôles et je fais rechercher mon téléphone. Et il sonne. C'est merveilleux. Parlons maintenant de l'estimé de batterie, quelque chose qui est super bien fait. C'est pas activé par défaut. Par défaut, tu vas seulement voir le pourcentage, mais tu peux aller dans les paramètres de la batterie et faire activer l'estimé de charge. Et tu vois en ce moment, d'un seul clic, je pourrais l'avoir aussi à l'écran d'accueil si je ne me trompe pas, mais sinon je fais juste appuyer sur un bouton pour aller dans mes widgets. Et la première chose que je vois, ça affiche aussi au-dessus du menu. Je pense dans n'importe quel menu. Oui, dans n'importe quel menu, tu vas voir la durée de charge. Donc, c'est toujours accessible rapidement. Donc là, je suis capable de voir qu'il me reste 79% de charge et qu'en mode montre intelligente et moniteur cardiaque, podomètre et tout, il me resterait 12 jours de charge. Et tu vois, si je vais démarrer une activité, ben là, déjà là au début, tu vois, il va me dire que là encore, il me reste 79% de batterie.
et ce qui représente 28 heures d'activité en mode GPS, selon mes configurations de consommation. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir un estimé de durée et non juste un estimé de pourcentage. La durée, c'est ce que j'ai réellement besoin de savoir. Hein. S'il me reste 10% et que je veux sortir pour 3 heures, est-ce que c'est assez? Je sais pas. Je sais pas. Mais si je veux sortir pour à peu près 3 heures et qu'il me dit qu'il me reste 4 heures de batterie, voilà, pas de problème. Et vraiment, les estimés sont très très bons. S'il dit qu'il te reste 2 heures, c'est qu'il te reste vraiment environ 2 heures. Peut-être 1h45, mais pas 1h30. Hein? S'il te dit qu'il te reste 2 heures, il te reste vraiment à peu près 2 heures. C'est bien, les estimés. Un widget que j'aurais aimé voir, qui est disponible sur la Phoenix et la Tactix, c'est le widget ABC, Altimètre, Baromètre, Compas. C'est un widget qui te permet de voir sur la même page un compas, donc qui te montre dans quelle direction tu pointes, que tu peux utiliser pour dire « Ah, je veux garder le cap dans cette direction », et qui va t'aider à toujours retrouver le cap et qui t'indique en même temps l'altitude à laquelle tu te trouves et la pression atmosphérique. Mais surtout utile pour le compas et l'altimètre, bien sûr, que j'adore. Parlons maintenant du capteur cardiaque. Je crois que c'est le nouveau modèle chez Garmin. Plutôt que d'avoir les 4 capteurs comme un par-dessus l'autre ou les 6 un par-dessus l'autre, qui ont comme cette espèce de forme plutôt sympathique. Et ça fonctionne très bien. Le capteur cardiaque fonctionne très bien. J'ai absolument rien à dire. Et une chose qui est absolument géniale, c'est que pour le format de la montre, qui n'est pas une montre qui est très très grosse, il y a un truc qui me déplaît souvent du capteur cardiaque, et c'est quand je dors, que ça fasse une grosse lumière à mon poignet et que je dors dans une pièce qui est très très sombre. Alors s'il y a un petit peu de lumière, peu importe d'où ça vient, ça paraît très très clair. Et dans le cas de la montre Garmin Forerunner 945, je peux dire que le capteur cardiaque est très discret. C'est vraiment bien fait. Si je la porte au poignet pendant quelques secondes, il va peut-être se réallumer. Oui, tu vois, là, il est allumé comme ça. Je peux te le montrer quelques secondes. Tu vois, il a l'air de ça. C'est tout. Il se rééteint rapidement quand tu l'enlèves. Mais non, il est vraiment... Vraiment... Je l'adore. Ensuite, on va parler de l'indépendance de la montre à ordinateur, téléphone, quoi que ce soit. La montre est indépendante. Oui, tu vas avoir besoin de... Non, c'est pas vrai. Quand tu achètes la montre, quand tu la déballes, oui, ça va te demander de la connecter à un téléphone, mais tu n'es pas obligé de le faire. Si tu veux juste avoir une montre qui fait sa job, tu n'as jamais besoin de la connecter à un téléphone ou à un ordinateur. La montre fonctionne d'elle-même et tu peux éditer absolument tout à même la montre. Et ça, c'est même pendant que tu es dans une activité. Donc, si par exemple, je sais pas, tu es en train de courir et que tu dis « Ah, j'aurais aimé ça avoir mes pulsations cardiaques en moyenne, et non mes pulsations cardiaques en temps réel, ou mon allure moyenne, et que c'est quelque chose que tu n'as pas pensé afficher, ben, pendant que tu cours, tu vas peut-être vouloir arrêter de marcher pendant que tu le fais, là. Mais à l'aide de ces fameux 5 boutons que je disais au début qui sont absolument géniaux, tu peux aller ajouter l'information que tu veux et ça se fait assez rapidement. Pour vrai, là, quand je veux ajouter une information, je suis quand même familier avec la montre, mais quand je veux aller ajouter une information, c'est une histoire de 20 secondes. 20 secondes, je rentre dans le menu et je vais ajouter une information ou en modifier une pour celle que je souhaite avoir. Disons, dans le pire des cas, 30 secondes, c'est fait. C'est excessivement rapide, c'est vraiment bien fait. Donc, il y a une panoplie d'informations que tu peux avoir. Certaines informations qui vont varier d'un sport à l'autre. Tu
pourras pas, par exemple, avoir, je sais pas, j'ai pas d'idée qui me vient en tête, mais il y a des données qui font pas de sens à avoir dans certains sports. Alors, tu peux avoir seulement les données qui sont compatibles à... Tu peux pas avoir le nombre de pas par minute que tu fais quand tu fais du vélo. Voilà, c'est ce genre d'information-là qui va varier d'une activité à l'autre. Mais oui, j'adore le fait que la montre soit totalement indépendante. Si tu veux la synchroniser avec ton téléphone, tu peux la synchroniser avec ton téléphone. Si tu veux la synchroniser avec ton ordinateur, tu peux la synchroniser avec ton ordinateur. Est-ce qu'on a le Wi-Fi là-dessus? Je pense même qu'on a le Wi-Fi. Est-ce qu'on a le Wi-Fi? Je pense qu'on a le Wi-Fi à partir de... ouais, c'est vrai, c'était ça. On a le Wi-Fi à partir de l'application. Si tu veux la connecter au Wi-Fi, ça te prend l'application Garmin Connect. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu ne peux pas le faire à même la montre, c'est vrai. Le Wi-Fi te permettrait de faire une synchronisation à Garmin Connect pour envoyer tes informations de tes activités. Te permettrait de le faire via le Wi-Fi plutôt que par la connexion Bluetooth de ton téléphone. Quand tu termines une activité, je dis, elle est indépendante, là, mais elle est quand même connectée à mon téléphone parce que je veux envoyer les informations vers Garmin Connect, mais c'est uniquement pour ça que je m'en sers. Et ça se fait excessivement rapidement, c'est incroyable. Quand je rentre à la maison le soir, j'arrête mon activité et c'est une question de secondes avant que l'activité soit en ligne sur Garmin Connect et Strava. Vraiment, j'ai fini mon activité, là, ça prend jamais une minute avant que mon activité soit rendue sur Strava. Parce que j'ai configuré Garmin Connect pour qu'il envoie automatiquement mes données vers Strava. C'est excessivement bien fait. Lampe de poche, hein, ça a l'air ridicule. Ça a l'air ridicule, mais il y a une lampe de poche sur cette montre-là. Et ça a l'air de ça. Oui, c'est simplement un écran blanche avec le rétroéclairage activé au maximum. Ça a vraiment l'air ridicule comme ça, mais je l'ai utilisé une fois avec ma Tactix, par contre, pas avec celle-là, mais je l'ai utilisé une fois dans l'obscurité totale, dans un sentier en montagne, et ça m'a permis de... J'avais oublié ma lampe de poche, ça m'a permis de rentrer très, très facilement, parce que ça me permettait de juste assez bien voir les roches, les racines et les limites du sentier sur lequel je me trouvais, sans quoi c'était vraiment impossible à voir. Il faisait très très noir. Mais juste avec une petite lumière comme ça permet de voir les détails du sentier. Ça a l'air ridicule, mais c'est une option que je veux absolument avoir maintenant sur une montre. La montre respire bien. J'ai jamais eu le goût de l'enlever. Quand je l'ai portée, je la portais 24 heures sur 24. En fait, le seul moment où je l'enlevais, c'était pour prendre une douche. Et non, c'est pas parce que j'avais peur de la mettre à l'eau, mais c'est parce que je veux me laver comme il faut. Donc oui, j'ai jamais devenu humide en dessous de la montre. Ça se porte très bien, ça respire très bien. Prochain point positif, les raccourcis. Ça, c'est un autre truc qui est vraiment génial. Je te parlais encore des 5 boutons tantôt, tu peux les éditer comme... tu peux les utiliser pour naviguer très facilement, mais tu peux aussi faire des combinaisons ou des maintiens de touches plus longs pour accéder à une fonction spéciale. Par exemple, je parlais de la lampe de poche. Là, je n'ai absolument rien parce que je l'ai réinitialisé. Mais tu vois, moi, je le configure. Je peux te le montrer avec celle-là. Quand je maintiens ces deux boutons-là, et voilà, j'ai accès à ma montre de poche rapidement. Ou je l'ai configuré aussi pour que pendant que je suis dans une activité, si je maintiens le bouton Start Stop, je vais tomber en mode multisport et je vais pouvoir sélectionner un autre sport. Si tu veux un raccourci pour accéder à ton rétroéclairage, à tes paramètres de rétroéclairage, si tu veux un raccourci pour accéder au compte à rebours ou au chronomètre, tu peux te faire un raccourci en faisant une combinaison de deux boutons pour avoir accès à quelque chose que tu utilises souvent au lieu d'aller le rechercher dans un menu et un sous-menu. Même si ça se fait déjà rapidement, ça va se faire encore plus rapidement. C'est une chose qui est absolument merveilleuse, qui est disponible sur cette montre-là. Une autre chose qui est sympathique, on parlait tantôt du lever, coucher de soleil. C'est un widget qui est disponible aussi à même la montre et
Là, je l'ai pas. Je l'ai pas dedans. Attends, on va aller l'ajouter. Ajouter un widget. Lever, coucher de soleil. Donc ici, je suis capable de voir un peu le même principe que tantôt, mais là, il va me dire en plus que oui, le soleil se couche à 17h, mais 17h, c'est dans 6h08. Et on est capable de voir ici sur un beau graphique comme ça les heures de crépuscule. Donc, quand est-ce que le soleil se couche, mais aussi quand est-ce qu'il fait vraiment noir. Donc, à partir de quand est-ce qu'on voit un peu de lumière du soleil le matin, jusqu'à quand on n'en voit plus du tout le soir. Et une chose qui est vraiment impressionnante, c'est que tu es capable d'aller voir, ça va être, demain, le coucher de soleil va être à quelle heure il va se lever, à quelle heure va être le crépuscule. Et non seulement ça, tu es aussi capable d'aller le voir à n'importe quel endroit dans le monde. Donc, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une aventure dans le nord du Québec. J'étais au nord de chez moi et je me demandais, je voyais par rapport à ma géolocalisation, à quelle heure le soleil se couchait, où est-ce que j'étais, mais j'étais capable d'aller voir chez moi à quelle heure le soleil se couchait. Mais je peux aussi aller voir à Oslo, à Paris ou à n'importe où. J'ai juste à taper le nom de la ville et voilà, je le vois. Ou j'ai juste à me déplacer sur la carte et pointer l'endroit où est-ce que je veux le voir et ça va me donner l'heure du lever ou du coucher de soleil de cet endroit-là pour n'importe quel jour de l'année. C'est quand même assez poussé pour une montre. Une autre chose qui est le fun, c'est que tu peux mettre une activité en pause et la reprendre plus tard. Donc, si je pense par exemple à quand je suis dans une grande aventure à vélo et je vais arrêter, disons, manger à quelque part au courant de la journée, je ne vais pas laisser mon GPS allumé pour économiser la batterie. Je peux mettre l'activité en pause, reprendre plus tard. Je vais retourner sur mon écran d'accueil et quand je vais être prête à repartir, et voilà, on est reparti. Ça fait aussi en sorte que quand tu la mets sur pause, parce que quand tu t'arrêtes et que tu rentres à l'intérieur, tu veux la mettre en pause parce que si tu es familier avec les montres GPS, tu sais que quand tu rentres à l'intérieur, ça se met à fausser tes données parce que tu te vois te déplacer comme ça. Mais tu peux aimer mieux la laisser allumée comme ça parce que souvent, quand tu repars, tu oublies de repartir ton activité. Alors que quand tu vois cet écran d'accueil-là sur ta montre, tu te rappelles assez rapidement que, ben oui, t'es en pause. Alors, une autre chose qui est bien faite sur la montre. Une autre chose qui est absolument géniale, c'est la course contre soi-même. Je vais te montrer probablement des images qui viennent de ma Garmin Tactics. C'est pas grave, c'est exactement la même chose sur la Forerunner. Tu peux faire une course contre toi-même. Donc, tu peux aller rechercher une activité que tu as faite hier, avant-hier, là, un an, le mois passé, la semaine passée, comme tu veux, et tu peux recourser contre cette activité-là. Ou tu peux aussi t'en servir pour te fixer un objectif. Si tu veux courir, par exemple, 10 km et battre ton record de 1 heure, ben, tu peux te dire, je vais le faire en 55 minutes aujourd'hui et voir par rapport à quelqu'un qui courrait à une vitesse pour le faire en 55 minutes. Où est-ce que tu es rendu par rapport à lui? Est-ce que tu es derrière? Est-ce que tu es devant? En combien de temps est-ce que tu vas finir ton activité si tu continues à la vitesse que tu vas? Je trouve ça intéressant de pouvoir faire une course contre soi-même. Ça ne fait pas une course contre soi-même par rapport à l'instant où est-ce que tu étais rendu. Je veux dire, si tu refais... si tu refais une course contre toi-même dans une montagne que tu vas monter et descendre, tu vas courser contre ta vitesse moyenne et non réellement où est-ce que tu étais rendu à ce moment-là, mais quand même, c'est une option intéressante. Parlons maintenant de Garmin Connect. Garmin Connect, c'est l'application avec laquelle tu vas synchroniser ta montre sur ton ordinateur ou ton téléphone. C'est quelque chose qui est assez sympathique de Garmin. Tu peux voir ça sur un gros écran sur ton ordinateur ou sur le petit écran de ton téléphone et tu vas avoir accès aux mêmes informations. Tu vas être capable de te créer des itinéraires, tu vas être capable de voir des données assez poussées. Tu es capable de te créer aussi vraiment, vraiment plein de choses. Je n'embarquerai pas en détail dans Garmin Connect, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais oui, Garmin Connect, c'est un gros plus. C'est un gros plus à la montre. Un point négatif maintenant.
Ça change pas grand-chose à la montre en elle-même. C'est une montre de très très bonne qualité, mais je trouve ça dommage, comme plusieurs produits. Pas fait en Chine, mais fait en Taïwan. Garmin est une compagnie à la base américaine qui a maintenant son siège social en Suisse. J'aurais aimé que la montre soit faite soit aux États-Unis ou en Suisse. Plutôt qu'en Asie. Alors, Suunto sont capables de faire leur montre dans leur propre pays. Garmin aurait pu faire pareil. La montre aurait été plus chère, certes, mais ça aurait été sympathique. Parlons maintenant de la batterie. Vraiment génial. Pour une montre aussi légère, vraiment génial. Lors de ma première charge, donc je l'ai portée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la batterie m'a duré 7 jours et demi. Non, 7 jours et quart. Non, 7 jours et demi. 7 jours et demi. Donc, de ces 7 jours et demi-là, je l'ai porté 24 heures sur 24, sauf pour aller prendre ma douche. Et dans ces 7 jours et demi-là, j'ai fait 13 heures et 25 minutes d'utilisation en GPS. C'est génial. L'estimé de la charge de la montre qui est assez réel. Donc, si tu ne fais que la porter à ton poignet et que tu n'utilises jamais le GPS, la batterie devrait te durer 15 jours. Donc, un peu plus de 2 semaines. En mode GPS. Donc, si tu débranches la batterie, tu débranches ta montre et que ta montre est donc pleine charge, tu peux partir pour une activité GPS de 35 heures. C'est certain que tu peux sûrement aller jouer dans les paramètres pour avoir un mode plus économe qui va te donner une précision moins bonne ou peut-être enregistrer des données GPS moins souvent, mais dans un mode optimal. Tu vas avoir 35 heures de GPS. C'est absolument génial. C'est une journée et demie de charge. C'est beaucoup. Maintenant, la montre est capable d'enregistrer de la musique de Spotify, de Deezer ou des MP3 si tu utilises encore ça. Tu peux aussi écouter des podcasts. Et là, si tu branches tes écouteurs sur la montre, et là, on ne parle même pas en mode GPS, la charge va passer de 15 jours à 20 heures. Ça consomme énormément de batterie de connecter tes écouteurs Bluetooth dans ta montre. Et pas seulement ça, si tu veux utiliser la musique en mode GPS, et bien là, tu vas passer de 35 heures à 13 heures de charge. Ça consomme... C'est-à-dire que la musique en Bluetooth consomme plus de données, plus de batterie que le GPS lui-même. Et on peut aller pousser ça encore plus loin. Le mode Live Track LTE. Donc, parlons-en. Non, LTE, je vais en parler un petit peu plus tard. On va juste parler de la batterie avant. On va finir ce sujet-là. Quand tu actives le Live Track LTE, parce que tu peux envoyer ta géolocalisation en temps réel aux personnes que tu souhaites, là, on va tomber à 11 heures de GPS au lieu de 35. Et si tu veux utiliser la montre à son plein potentiel, donc si tu veux courir en écoutant de la musique, en envoyant ta géolocalisation aux gens que tu veux, tout ça en même temps, tu vas tomber à 7 heures de GPS. Ça va gruger ta batterie à une vitesse phénoménale. Voilà de ce qui est pour la batterie. Maintenant, parlons-en de ce fameux LTE. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le modèle LTE? Tu as deux choix quand tu achètes la Garmin Forerunner 945. Tu as la 945 et tu as la 945 LTE. Celle-ci, c'est la LTE. Niveau prix, là, la différence entre les deux est très minime. Et parlant de prix, si tu vas dans la description, tu vas être capable de trouver un lien qui va être pas mal en haut de la description si tu veux te commander la montre. Je ne donne pas de prix comme ça parce que les prix peuvent varier au travers le temps. Les prix chez Garmin restent quand même assez stables. Ça ne tourne pas souvent spécial, surtout pas si c'est un nouveau modèle. Ça tombe pas souvent spécial. C'est quelque chose que je respecte beaucoup.
Si tu commences à avoir des si tu commences à avoir des spéciaux, c'est probablement que éventuellement il y a un nouveau modèle qui s'en vient. Reste que c'est un bon moment d'en profiter. Mais bon, je te laisse le lien dans la description. Tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et sache que quand tu commandes une montre par ce fameux lien-là, eh bien, je touche une commission sur les achats que tu fais en suivant le lien. Alors, si tu achètes la montre à partir de là, je t'en remercie. Ça m'aide à acheter d'autres montres pour faire d'autres belles critiques comme celle que tu es en train de regarder. Donc, la différence de prix entre le modèle LTE et non LTE n'est pas grand. Alors, je le prendrais. Pour vrai, je pense que quand je l'ai acheté, il y avait une différence de 20 $. Tout petit comme différence de prix. Alors, ce prix-là, je le prendrais, mais est-ce que ça vaut la peine? C'est quand même... Ce qui est bien fait, c'est que tu as déjà une carte SIM dedans. Tu ne peux pas la changer. Tu ne pourras pas prendre un forfait avec ta compagnie de téléphone locale. Tu vas prendre ton forfait avec Garmin. Donc, tu payes, je crois que c'était 8 ou 9 $ par mois. Le prix variait si tu prenais une entente d'1 an ou non. C'est pas un prix astronomique, mais tu le payes directement à Garmin pour activer le service sur ta montre. Et ce que ça te permet de faire, le fameux LTE, c'est de partager ta géolocalisation en temps réel, de recevoir des messages, et je crois que tu peux même répondre, mais ça, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai essayé le fameux recevoir des messages des gens. Et même si tu portes des écouteurs Bluetooth, les gens peuvent t'envoyer des messages vocaux. Alors, je ne sais pas si tu es en train de faire une course et que tu vas avoir des encouragements de certaines personnes. Tu peux avoir un « Hey, allez, lâche pas, t'es capable, blablabla. » Tu es capable d'avoir des informations. Tu es capable de recevoir des informations directement dans des écouteurs, des informations vocales. Le lien de partage, quelque chose qui est génial. Tu peux, quand je l'essayais, je démarrais une activité et j'avais arrangé mon activité pour que automatiquement ça partage ma géolocalisation à certains de mes proches pour qu'ils puissent me suivre en temps réel. C'est tout ce que ça permet de faire. Tu peux pas... tu peux aussi synchroniser, ton activité par le LTE. Donc, si là, tu n'as pas de Wi-Fi, pas de téléphone, pas d'ordinateur, quand ton activité se termine, elle va se synchroniser sur le réseau LTE pour terminer sur Garmin Connect. Mais c'est tout ce que ça permet de faire. Tu ne peux pas recevoir d'appels, tu ne peux pas envoyer des messages à n'importe qui. Hein. Je pense que tu peux seulement répondre. J'ai vu qu'il y avait une option, ça a l'air intéressant. J'ai l'impression, je n'ai pas pu l'essayer, ça m'aurait pris 2 montres. Ou quelqu'un que je connais qui a la montre, ce qui n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'on est capable de voir si tu cours avec quelqu'un où est-ce qu'il est sur la carte, mais c'est juste une impression. Bref, c'est tout ce que ça permet de faire. Est-ce que ça vaut la peine pour toi de payer pour ça? Tu peux pas, disons, ta musique sur Spotify, il faut qu'elle soit chargée dedans. Tu peux pas aller chercher ta musique sur Spotify pendant que tu cours en ligne. C'est vraiment juste fait pour partager ta géolocalisation, répondre à des messages et recevoir des messages. Partager ta... C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Et à mon expérience, écoute, c'est peut-être juste le secteur dans lequel je me trouve, mais ça fonctionnait pas bien. Autour de chez moi, très très proche, ça avait tendance à bien fonctionner. Mais quand je descendais, je vais souvent faire le tour d'un lac très près de chez moi, et quand je descendais dans ce coin-là, ça fonctionnait pas. La géolocalisation cessait de fonctionner. Sinon, temps réel, ça veut dire mise à jour aux minutes. Hein, donc, la personne ne sera pas capable de savoir exactement t'es rendu où. Elle va avoir une mise à jour aux minutes. Et j'ai remarqué que quand je m'en allais justement dans des secteurs un peu morts, peut-être que le LTE, c'était pas la meilleure idée, ou du moins pour autour de chez moi. Le LTE, c'est pas le réseau le plus répandu. Il y a des réseaux moins rapides qui sont déjà plus partout. J'ai pas eu une bonne expérience avec le LTE.
Mais c'est peut-être juste à cause de l'endroit où est-ce que je me trouve. Probablement qu'à certaines régions, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais, sois-en conscient, pour moi, le LTE, j'en vois pas vraiment l'intérêt personnellement, mais ça n'a pas été une bonne expérience. Tu peux avoir la même fonction là, d'envoyer ta géolocalisation en temps réel, c'est-à-dire aux minutes, avec la connexion de ton cellulaire. Et quand je me suis mis à faire ça, donc là, la montre communique en Bluetooth avec ton téléphone et ton téléphone communique la même information via le même service, ça fonctionnait comme un charme. Ça fonctionnait super bien. En mode LTE, sur mon cellulaire, ça fonctionnait bien. Par contre, quand tu n'as pas la connexion LTE, tu ne peux pas recevoir de message directement sur ta montre, mais en même temps, quand tu reçois un message sur ton téléphone, il s'affiche sur ta montre et tu es capable de répondre. Mais tu n'es pas capable de recevoir de messages vocaux dans tes oreilles. C'est la seule différence. Donc, c'est à toi de savoir. Est-ce que ça te dérange à ce point-là de sortir avec ton téléphone? Si oui, ça peut être une belle option. Sinon, si tu sors avec ton téléphone, personnellement, je te dirais que ça sert à rien. Absolument rien. Ça va juste gruger plus ta batterie. Si tu sors en mode live track, pour envoyer ta géolocalisation en temps réel, et que tu es synchronisé avec ton téléphone et non en LTE, tu vas garder tes 35 heures de batterie plutôt que, j'avais dit, 11. Donc, 3 fois plus de batterie si c'est envoyé par le biais de ton téléphone plutôt qu'en LTE. C'est quand même considérable. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à la connexion LTE? Ah oui, j'ai remarqué aussi que la montre, lorsque la connexion LTE est activée, la montre est beaucoup plus lente. Je passe d'une page à l'autre et la montre gèle. Elle bug pas complètement, là, mais la montre est plus lente à naviguer dedans quand le LTE est activé. Sinon, est-ce que j'avais d'autres choses? Ah oui! Ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez ridicule. La première nuit que je l'ai testé, je faisais des tests, il y a quelqu'un qui m'envoyait des messages et je les recevais pas. Il était capable de voir où est-ce que j'étais. Je voyais que la connexion fonctionnait bien ce soir-là ou dans ce secteur-là. Et je recevais pas les messages. Et je les recevais au début, mais maintenant ça a arrêté de les envoyer. Et j'ai réalisé que c'est parce que la montre est pas assez intelligente pour détecter que quand tu es en train de faire une activité qui s'appelle de la marche ou de la course, elle devrait désactiver le mode ne pas déranger. Donc, en fait, c'est le mode ne pas déranger qui s'active automatiquement sur la nuit à partir de 22h. Donc là, je suis parti probablement à 21h50 et là, je recevais des messages et les autres qui m'ont envoyé après 22h, ils n'ont pas rentré. Ils n'ont pas rentré parce que le mode ne pas déranger était activé. Ça aurait été le fun que la montre soit assez intelligente pour se dire que si tu es en train de faire une activité sportive, elle peut désactiver ce mode, mais non. Autre chose. Ah oui. Il y a un soir que j'ai fait le test. Hein, je voulais voir, je voulais synchroniser. Je voulais faire la synchronisation de mon activité par le LTE plutôt que le Bluetooth. Alors j'ai désactivé le Bluetooth. Si le Bluetooth de ton téléphone est activé et qui est apporté, automatiquement la montre va prioriser cette connexion-là parce qu'elle est beaucoup moins énergivore. Mais par contre, si la connexion n'est pas là, elle va automatiquement vouloir aller l'envoyer sur le réseau LTE. Quand tu as accès au réseau LTE, ça fonctionne super bien. C'est juste un peu plus long. Ça va prendre quelques minutes pour synchroniser ton activité. Par contre, ce soir-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai juste laissé ça comme ça. Je suis allé me coucher parce que c'était une activité de soir. Et quand j'ai été me coucher, il me restait 40% de batterie. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, ma montre était morte. Morte dans le sens vide. Alors, je l'ai rebranché et c'est remis à fonctionner. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que toute la nuit, la montre a essayé de se connecter au réseau LTE qui était non disponible et la batterie s'est vidée. 40% à zéro dans une nuit, c'est excessivement rapide. C'est excessivement rapide comme vitesse pour vider une batterie. Donc,
Ouais, un autre point négatif à la connexion LTE. Voilà. Parlons maintenant de la musique. C'est quand même bien fait. Je l'ai essayé. Je suis un utilisateur de YouTube Music, alors c'est pas disponible. Alors je me suis fait un compte Spotify juste pour essayer. Et disons que pour la musique, c'est quand même bien. Tu peux télécharger tes playlists dans la montre et avoir cette playlist-là quand tu pars courir. Par contre, si tu souhaites l'utiliser pour un podcast, il va falloir que tu ailles manuellement charger le nouveau podcast à chaque fois avant de partir. Alors que si tu as n'importe quelle application de podcast sur ton téléphone, tu sais très bien que tu peux programmer un téléchargement du podcast pour que quand tu pars, tu ne consommes pas des données sur ton réseau cellulaire, mais que le podcast est directement dans ton téléphone. Ça ne se fait pas avec la montre. Tu dois manuellement aller la chercher à chaque fois. Il n'y a comme pas de façon automatique de télécharger le ou les derniers podcasts sur ta montre. C'est assez moyen pour ça. Mais niveau musique, ça fonctionne très bien. Et l'application musique, vraiment, c'est génial, c'est bien pensé. Peu importe où est-ce que tu es dans la montre, que tu sois dans une activité ou hors d'une activité, tu maintiens le bouton du bas. Et là, bon, là, ça va me dire qu'il faut que je me connecte parce que j'ai réinitialisé la musique, mais là, tu vas tomber dans le truc de lecture. Donc, tu peux sélectionner Spotify et aller écouter ta musique. Si tu veux pas mettre de musique dedans, personnellement, là, pour mettre la musique dans ta montre, c'est quelque chose que tu vas utiliser seulement si tu veux vraiment pas sortir avec ton téléphone. À ce moment-là, oui, c'est vraiment génial. Sinon, je continue à l'utiliser avec mon téléphone. Ça gruge moins de batterie. Je sors de toute façon avec mon téléphone. Et ça fonctionne juste mieux avec mon téléphone, je trouve. Tu peux aussi contrôler la musique de ton téléphone. C'est-à-dire que si tu es en train de... Tu as tes écouteurs de brancher ou tu fais jouer ça sur le speaker de ton téléphone, tu peux passer à la chanson suivante, tu peux monter et descendre le volume, tu peux mettre sur pause. C'est vraiment bien fait. Donc, si je suis en train de faire du vélo, et je sais pas, mon téléphone il est rangé dans mon dos, je le range dans ma short de vélo et je veux pas le sortir, enlever mes gants pour réussir à utiliser l'option de l'écran tactile. J'appuie sur le bouton ici et rapidement je suis capable de passer à la chanson suivante si je l'aime pas ou si je trouve que le volume est trop fort, je vais le baisser. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait quand même l'application musique. Oui. Parlons maintenant de sa résistance à l'eau. Elle est gradée à 5 ATM. 5 ATM, c'est-à-dire l'équivalent de 50 mètres de pression d'eau. C'est excellent. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux faire à peu près tout ce qui a rapport à l'eau, incluant de la plongée jusqu'à 50 mètres. La seule chose que tu ne pourras pas faire, c'est des sports rapides sur l'eau, comme admettons du ski nautique, des trucs comme ça. L'impact qu'il pourrait avoir, un gros impact d'eau, là, pourrait rentrer dans ta montre. Mais si tu veux plonger, si tu veux nager, prendre ta douche, te baigner, sauter dans l'eau, il n'y a aucun problème. On parle vraiment de sport rapide sur l'eau, du surf. Elle ne va pas faire du surf avec ça. L'eau risque de finir par rentrer. Voilà. C'est ça. Elle a quand même une bonne résistance à l'eau qui, pour la plupart des gens, est largement suffisante. Alors, très bien. Enfin, le lien de confiance. Quand j'utilise une montre, je développe un lien de confiance avec. Il y a des montres que j'ai un lien de confiance impeccable. La Garmin Tactics. Il y a d'autres montres que j'ai un lien de confiance plutôt médiocre. Celle-ci est relativement élevée. Il n'est pas parfait. Pour les simples raisons que j'ai énumérées un peu plus tard, que je ne sais pas si tu te souviens quand je parlais de l'écran qui grichait alors que j'utilisais la cartographie, ou le fait que la montre
gelait ou devenait lente à utiliser alors que la connexion LTE était activée. C'est des trucs qui me font baisser un peu le niveau de confiance, mais reste que dans les 20 à 25 jours que j'ai utilisé la montre, en aucun cas la montre ne m'a failli. Alors, le lien de confiance est très élevé. Les données qu'elle me donne sont relativement exactes, ou du moins me semblent relativement exactes, parce que je ne les compare pas en temps réel avec un autre appareil. C'est un appareil que j'ai adoré utiliser. Est-ce que tu devrais acheter cette montre-là? Bon, je pense que si tu es avant tout un coureur qui se cherche une montre pour la porter lorsque tu cours, c'est un excellent choix. Vraiment excellent. Par contre, si c'est une montre que tu souhaites utiliser 24 heures sur 24, que tu veux la porter tout le temps, ce que j'aime pas, c'est que ça demeure une montre qui me semble à un certain point fragile, parce qu'elle est dans un boîtier en plastique et qu'elle n'a pas de verre en cristal de saphir. J'irais plutôt vers soit une Tactix ou si tu veux rester dans les mêmes formats, tu as le modèle Phoenix version saphir, qui est à mon avis beaucoup plus résistant. Voilà. Donc, reste que quand même, c'est une excellente montre et à peu près certain que tu ne te trompes pas. C'est peu importe ce que tu veux faire avec. C'est une montre dédiée aux coureurs, mais assez poussée pour quelqu'un qui a besoin de la cartographie, qui veut aller se perdre en montagne, qui a besoin de la topographie, qui a besoin de données beaucoup plus poussées. C'est une montre de coureur très poussée. Très poussée. C'est probablement la montre dédiée aux coureurs la plus poussée qu'il y a sur le marché. Alors, reste que, peu importe ce que tu veux en faire, je pense pas que ça peut être une erreur d'acheter une Garmin Forerunner 945. C'est un excellent modèle de montre. Alors, voilà, c'est ce qui va avoir fait le tour de cette vidéo-là. Et n'oublie pas, si tu veux aller voir mes autres critiques, les déballages, si tu veux te tenir au courant de mes autres montres, il y a la vidéo qui est en haut, ici. Et prochainement, je vais aussi développer une vidéo, elle va être disponible encore là dans le même coin. Je vais faire une vidéo sur comment choisir la bonne montre selon tes besoins. C'est une vidéo que tu devrais bien aimer. Donc elle va être disponible juste ici. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt.